Une des priorités qui reste encore pour le nouveau gouvernement qui se mettra en place et pour le nouveau président reste la reconstruction après le tremblement de terre, vu qu'à un an et demi, pas grand-chose n'a été fait, en tout cas selon les bilans de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a encore des camps de déplacés? Il y a eu d'ailleurs une polémique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique. Un rapport a redimensionné le nombre de victimes du tremblement de terre. Oui, oui. C'est surprenant. J'ai entendu parler de ce rapport et finalement, je n'ai pas de problème personnellement que le nombre de victimes soit redimensionné un peu vers le bas. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé après le tremblement de terre, que le gouvernement a mis les chiffres assez hauts. Mais étant sur place à ce moment, je me suis toujours un peu étonné du chiffre élevé. Donc, par exemple, avec Justice et Paix, nous faisons aussi des observations concernant la violence dans la ville de Port-au-Prince. Tout le monde dit Haïti est un pays violent, violent, violent. Mais quand on compare les chiffres, évidemment, il faut bien qualifier qu'est-ce qu'on appelle violence, etc. Mais quand on compare les chiffres de Haïti par rapport aux autres capitales dans la zone, maintenant, on est arrivé dans notre dernier rapport à 3 victimes par balle par jour à Port-au-Prince. Ce qui est beaucoup. Chaque victime qui tombe est une victime de trop. Mais quand on compare avec Guatemala, quand on compare avec les autres villes, avec El Salvador, quand on compare avec Jamaïque, avec Venezuela, les chiffres sont plutôt bas. Donc je dirais la valeur du chiffre a probablement une autre valeur en Haïti. Quand on dit beaucoup, donc quand on commence effectivement par une observation patiente et correcte d'observer, ça aide à redimensionner et donner des rapports beaucoup plus concrets. C'est vrai, les victimes du tremblement de terre s'est élevé. Même si on dit c'est 50 000, c'est 100 000, c'est 150 000, c'est élevé. C'est trop élevé. Donc le pays ne mérite pas ça. Donc dans une politique d'accompagnement et d'organisation du territoire plus responsable, ça ne devrait pas se produire de cette façon. Donc pour moi, l'importance de ce tremblement de terre et la leçon à en tirer, c'est cela, qu'une gestion responsable du territoire et de la société haïtienne ne devrait pas conduire à ce nombre élevé, parce que n'importe quel chiffre qu'on avance, c'est trop élevé. Et aussi, l'impact de l'événement sur la psychologie des gens est énorme, sur les familles qu'on n'a pas pu faire le deuil de personnes qui sont décédées. Les familles qui ont été séparées à cause de ça, beaucoup qui ont été séparées, donc tout cela, donc l'impact sur la vie sociale est énorme. Donc, et pour cela, donc, même si maintenant on peut arriver à des chiffres plus réels, comme par exemple aussi par rapport à la violence dans la ville que la Commission de justice et paix essaye de réaliser, il faut se rendre compte quand même de toutes les conséquences de ce tremblement de terre, des lenteurs dans la reconstruction, de maintenant de la façon que la population est exposée par exemple aux intempéries. C'est quand même déjà la deuxième saison pluvieuse qui est en train. Il y a déjà eu d'ailleurs 23 morts au moins. C'est déjà la deuxième saison pluvieuse et les gens vivent toujours dans des situations de précarité tellement grandes. Donc c'est surtout ça qui doit interpeller dans cette situation et aussi mettre les autorités devant leurs responsabilités. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens qu'il faut regarder cette recherche, ces nouveaux chiffres, ces commentaires, etc. sur ce qui se passe. Donc dans ce sens, pour moi, le défi reste entier, le défi de la reconstruction. La question est toujours reconstruire c'est quoi en Haïti? Est-ce que c'est refaire ce qu'il y a là ou bien c'est vraiment essayer de construire notre société, donc organiser meilleur d'une autre façon, donc tout le thème de la décentralisation, le thème de la responsabilité y entre, la justice par exemple, quelle justice? Est-ce que ce sera toujours la société comme elle marche avec l'impunité, avec
avec le manque de responsabilité, donc le fait que les responsables ne sont pas obligés de rendre compte à la société, etc. Pour moi, ce sont les grandes questions de la reconstruction. À ce propos de justice, il y a un thème brûlant qui, depuis quelques mois, est revenu, disons, à l'ordre du jour en Haïti, avec le retour de l'ex-président Jean-Claude Duvalier. Il y a des associations de victimes qui ont décidé de porter plainte ou de s'adresser à la justice, qui s'est engagée, la justice haïtienne, qui s'est engagée à enquêter, en tout cas, sur les accusations de détournement de fonds et de crimes perpétrés par l'ancien régime des Duvalier. Est-ce que la commission justice et paix que vous dirigez accompagne ces associations de victimes? Quelle est la position un petit peu de votre organisme? La commission a pris des positions avant que Duvalier retournait déjà dans le pays, un peu en accord avec les associations suisses qui travaillaient pour la restitution des fonds. Donc alors on a fait une déclaration publique déjà, donc qui demandait la restitution des fonds à Haïti. On avait même proposé que les fonds se servent même pour l'aménagement des prisons, hein, parce que si les fonds ont à voir avec les persécutions politiques, etc., peut-être ce serait bien qu'ils soient alloués à des réparations dans ce domaine. Donc maintenant, évidemment, après le retour de Duvalier, comme membre de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, nous nous sommes associés aux prises de position de cette coalition, de cette plateforme. Mais je pense que tout le débat autour du retour de Duvalier, il faut aussi faire attention de ne pas le concentrer seulement sur la question de Duvalier. C'est toute la façon que des personnes en position de responsabilité et d'autorité, qu'ils laissent l'autorité ou le pouvoir sans être obligés de rendre compte de leurs gestes. Donc ce n'est pas seulement, la question ne se pose pas seulement sur la période de Duvalier, elle se pose aussi sur les présidences qu'on a eues en après. Et donc il se pose sur tout président. La question de l'impunité est pratiquement totale. Très souvent, avec la commission justice et paix, nous publions tous les 3 mois un rapport sur la violence dans la rue de Port-au-Prince. Combien d'enquêtes effectives qui se font sur les cas qu'on mentionne? Quand je mentionnais tout à l'heure qu'il y a 3 crimes par violence par balle, ce n'est pas par violence, c'est par balle, donc c'est armé, par jour dans la capitale. Combien d'enquêtes judiciaires qui se réalisent? Si les enquêtes judiciaires ne se réalisent pas. Donc c'est l'impunité. Ce sont des exemples d'impunité totale. Si la reconstruction n'est pas une reconstruction aussi, je dirais, morale et une construction qui a à voir avec le renouveau de la justice, donc avec le Forum citoyen pour la réforme de la justice, à 2 ou 3 reprises, nous avons fait des conférences de presse pour attirer l'attention là-dessus. Qu'on ne peut pas reconstruire le pays sans qu'il y ait une refondation de la justice. Il n'y a pas de reconstruction sans justice. Sinon, on va tout simplement répéter ce qui existait avant. Donc, il faut aussi qu'à ce domaine, qu'on repense le système judiciaire. Donc, j'espère que tout cela fait partie du programme du nouveau président et du nouveau gouvernement. Mais on attend encore la composition du gouvernement. Donc, à ce point, beaucoup de choses sont un peu bloquées pour l'instant. Vous connaissez la figure donc de Daniel Rosier, qui est le Premier ministre désigné par le président Michel Martelly, mais qui n'a pas encore été ratifié. Non, personnellement, je ne le connais pas. Personnellement, ce que j'entends, que c'est un businessman, qu'il est membre de la tendance charismatique dans l'Église catholique, qu'il est aussi dans Food for the Poor, une ONG caritative. Mais gérer un pays n'est pas gérer une institution caritative. Donc ce n'est pas gérer non plus un business. L'objectif d'un business, c'est faire du bénéfice. Une association caritative, l'objectif est faire de la charité. Mais un pays doit se réaliser dans la justice, hein, donc dans une organisation équitable de la société qui permet à chacun, grâce à sa contribution, aussi de pouvoir réaliser sa vie dans une société juste et équitable. Donc j'espère de tout mon cœur que
que ça aussi est présent dans son profil. Ça, entre nous, je veux pas, c'est une considération, disons, personnelle pour savoir aussi comment vous avez, sur Michel Martelly, je sais pas, c'est un homme effectivement, enfin moi je ne le connaissais pas du tout, j'ai appris je ne le connaissais même pas comme musicien, puisque je ne connaissais pas. Mais j'avoue que j'ai été étonnée par ses capacités de communication exceptionnelles. C'est un homme très charismatique. Moi j'ai vu un petit peu les derniers débats entre Madame Maniga, Madame, oui, peut-être parce que je disais plusieurs, parce que il était sur YouTube, il a été tranché en plusieurs, et j'ai vu un petit peu, hein, même si il y avait des parties qui étaient un peu ancrées. Enfin, j'ai suivi. C'est vrai qu'il était beaucoup plus. Il a gagné il a gagné d'ailleurs. Des amis haïtiens m'ont dit, Martelly a gagné les élections en participant à ces débats, parce qu'il a été très fort dans sa manière de communiquer. D'ailleurs, là, j'ai aussi un ami, enfin un séminariste qui m'a écrit ces derniers jours en me disant, ben, tu sais, finalement, ce Martelly, on lui donnait pas... on lui attribuait pas de grandes qualités politiques, mais finalement, peut-être qu'il n'est pas si mal que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il donne l'impression d'être assez présent et actif ces derniers jours. C'est possible. Comme je vous dis, c'est pas pour le publier, mais c'est pour savoir un petit peu, vous, qu'est-ce que vous en pensez Non, Martelly, dans un certain sens, me fait peur. Oui. Dans un certain sens, me fait peur. Donc, Martelly, son passé, je dirais, est plutôt donc, un peu de droite. Oui. Donc, il n'a jamais caché ses amis de Duvalier, d'ailleurs. De Frappe, il était proche il était proche du Frappe aussi. François. Oui, proche du Frappe et proche de Michel François. Donc, est-ce que ce sont des péchés de la jeunesse? Je ne sais pas. D'accord. On ne sait pas vraiment. Donc, certaines interventions, par exemple, ce qui s'est arrivé exactement le 7 décembre, le 8 décembre, quand on a publié les rapports, comment peut-on expliquer que dans une demi-heure, la ville était bloquée? Qui était derrière? Quoi était derrière? C'est difficile à savoir. La première journée, c'était clair, c'était les partisans de Martelly qui ont bloqué. Le deuxième jour, j'ai l'impression que c'était plutôt la réponse de l'unité, qui était aussi très violente. Un peu même plus violent encore, donc c'était le mercredi, le jeudi, vendredi. Donc après ça s'est calmé assez rapidement le vendredi, samedi. Donc, par exemple, dans le fameux interview que Martelly a donné, j'ai quand même remarqué des tendances populistes là-dedans. Et donc, le populisme de droite me ferait peur. Parce qu'alors, on risque de retourner un peu dans le populisme plutôt centre-gauche d'Aristide. Donc, si on ne réussit pas à faire passer ces politiques par la conviction, qu'on fait appel à la rue et qu'on essaye de se servir de sa soi-disant popularité pour forcer certains points. Donc ça peut faire peur aussi, et ça, je ne pense pas que ça serait bien pour le pays. D'autant plus, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu sur quelques sites, sur un site internet que je ne connais pas bien d'ailleurs, qui s'appelle Haïti Libre. Je le lis toujours, je ne sais pas exactement qui c'est, je le lis avec un petit peu de recul, mais des fois ils disent des choses, il me semble là que c'était sur Haïti Libre, il disait, donc il a ces discours populistes, donc il se dit aussi proche des pauvres, du peuple, hein. Mais si après on va regarder ses amis, son entourage, ses conseillers, c'est les banques, c'est la Sogebank, donc d'un côté il adopte un discours, mais il est lié au secteur privé, des affaires, de droite. Voilà. C'était déjà une certaine remarque qu'on entendait. Donc, une des premières choses qu'il a faites, ça a été aller à Washington au FMI. Je crains aussi que s'il ne réussit pas, qu'on va plus l'identifier comme de nouveau comme les rouges, donc comme les mulâtres, etc. Donc, parce que Rouzier d'ailleurs aussi vient de cette classe. Donc dans le cas de Martelly, on ne l'a pas fait, ça n'a pas joué dans les élections, ce qui est très étonnant. C'est vrai. C'est ce qui est très étonnant et même merveilleux dans un certain sens. J'ai posé la question explicitement à un de mes collaborateurs, mais il disait non, Martelly n'est pas de ce genre de personne qui se vante de son être mulâtre.
hein, pour faire avancer ces choses. Comme chanteur de carnaval, il a été plutôt populaire et populiste. Donc, on espère que ça ne joue pas. Mais le choix de son Premier ministre l'accentue de nouveau ces choses. D'accord. L'accentue de nouveau, donc c'est lié avec le business. D'ailleurs, il y a eu des événements après, donc est-ce que c'est pour le fundraising, pour avoir de l'argent, je ne sais pas. Mais quand même, donc le milieu mulâtre était très présent. Donc le danger y est effectivement que ça pourrait de nouveau, que ça pourrait, s'il ne réussit pas, faire quelque chose à court terme, je crains qu'il peut perdre aussi rapidement sa popularité qu'il a gagnée. Donc d'après vous, il pourrait même peut-être accentuer les différences de classe, on va dire. Ça pourrait arriver à cela s'il ne réussit pas à faire quelque chose d'effectif pour les gens ordinaires, quoi, qui sont les gens des quartiers populaires. Et donc, une dernière chose, après, ça aussi, je ne sais pas si on veut le dire publiquement, ou si on veut l'écrire ou le laisser, ou si c'est une question entre nous, mais donc il y a son antagoniste, entre guillemets, Aristide, qui est revenu lui aussi, antagoniste. Oui, oui. Est-ce que d'après vous, Jean-Bertrand Aristide a des visées politiques? On a parlé, hein, il y a eu un débat autour de ces possibles... Il s'exprime pas vraiment, hein, il est silencieux. Non. Mais légalement, il ne peut plus devenir président. Non. Mais je pense que les élections communales qui sont en perspective pour la fin de l'année, les gouvernements locaux, il faudrait normalement des élections communales, hein, donc pour les communes, pour les magistrats, les sections communales, etc. J'ai l'impression qu'on trouvera sur le terrain 3 acteurs. D'une part, l'unité qui a essayé quand même d'instrumentaliser les gouvernements locaux durant la dernière législature, hein, donc à travers des faveurs, à travers des projets, qui a voulu quand même influencer et rendre cela une certaine base politique, une assurance politique. Pour Martelly, il y a certainement le défi de contrôler au moins cela dans la perspective plus tard, éventuellement de faire de Réponse Paysan un parti politique plus structuré, donc, parce qu'ils ne sont pas présents finalement. Donc je pense aussi, pour avoir l'appui de ces politiques, il pourrait aussi chercher à avoir davantage d'influence à ce niveau. Et si la Valace cherche à se restructurer et prend un peu un processus progressif, donc c'est aussi à la base qu'il devrait chercher à se restructurer. Donc on pourrait s'attendre que les élections qui viendront pourraient être plutôt tendues. L'ex-président Aristide jouit encore d'une grande popularité en Haïti? Oui, dans un certain sens, oui. Dans la mémoire des gens, c'est vrai, ils se souviennent de lui et les espoirs que lui aurait pu changer donc la condition des gens, si ce n'était pas le manque de volonté de la classe politique, des classes bourgeoises, je dirais, et de la communauté internationale, qu'on aurait pu être beaucoup plus loin. Oui, certainement, ce type d'analyse existe et certainement, je pense qu'elle correspond avec la conviction profonde de beaucoup de gens dans la population. En même temps, le parti politique, la Valace, était aussi assez diversifié. On a des divisions là-dedans qui se sont, d'ailleurs, pour les élections, pourquoi ils n'ont pas participé? C'est parce que le parti était divisé finalement. Ils ont présenté 2 listes, donc ils ont fait le travail pour le CEP très facile, dans un certain sens. Donc ils l'ont tout simplement écarté. Ils ont dit, mais ce n'est pas à nous de décider qui est le parti authentique. Donc ils se sont, dans ce sens, écartés eux-mêmes de la course électorale pour la présidence. En même temps aussi, certainement, beaucoup de gens, des gens qui ont des ambitions, ont cherché à réaliser leurs ambitions sans la présence d'Aristide. Donc dans ce sens, ils se sont discrédités même à l'intérieur de leur propre parti, dans un certain sens. Donc
il y a une aile qui est restée très proche d'Aristide et très conséquent avec l'exigence de son retour et certainement qui pourrait se trouver réconforté et renforcé grâce à sa présence. Donc ça aussi, c'est un facteur dont il faut tenir compte. Évidemment, c'est difficile à dire quelle sera leur stratégie pour revenir sur le terrain et pour réaffirmer de nouveau leur présence dans le pays, mais c'est possible que dans l'avenir, que même si Aristide lui-même ne peut pas prendre peut-être des fonctions politiques directes, mais quand même que son parti jouera un rôle plus grand. Aristide lui-même a dit qu'il vient pour l'éducation, qu'il veut faire de l'éducation sa priorité. Ok, espérons que sa présence effectivement sera positive dans le pays. Darian Hansen, merci.